Donc voilà, donc rebonjour, je m'appelle effectivement Pierre-François Gimenez, chercheur à ENRIA. Donc deuxième présentation de scientifique aujourd'hui. Et. Pardon, d'INERIA. INERIA spécifiquement aujourd'hui. Non, désolé. Mais cette fois, je ne vais pas parler de Rust en tant qu'objet d'étude, mais Rust en tant que outil de développement qui peut aussi être utile dans les projets de recherche. Et je vais essayer aujourd'hui, du coup, donner un peu le point de vue de chercheur et de nos besoins qu'on a quand on fait développement, qui sont un peu différents des cas qu'on a eu précédemment. Donc en quelques mots, du coup, je suis chercheur à INRIA, qui est un centre national de recherche en informatique. J'ai commencé par de l'IA maintenant il y a quelques années, j'ai fini ma thèse en 2018 et depuis j'applique l'IA en cybersécurité. J'ai commencé le Rust en 2020. Quand on m'a recruté, on m'a dit tu donneras des cours aux étudiants pour qu'ils apprennent Rust. J'ai fait oui, très bien monsieur, j'aimerais avoir ce poste. Et je n'ai pas regretté, hein, c'était une très bonne expérience. Et je travaille principalement sur l'analyse de malware, la détection d'intrusion et également le déploiement d'infrastructures vulnérables, typiquement déployer des honeypots, des honeynet, faire du CTF et ainsi de suite. Alors, quand on développe du logiciel en recherche, hein, donc globalement, on fait de la recherche fondamentale, donc en termes de TRL, donc niveau de Technological Readiness Level, on va être assez bas, on fait du POC, hein, concrètement. On ne va rien lancer en production. Donc on fait des prototypes pour valider des idées. Quasiment toujours, ça va être des choses open source, parce que la reproductibilité, c'est essentiel en science pour s'assurer que tout marche bien et qu'on puisse construire sur les idées les uns des autres. Et donc finalement, quand nous, notre travail principalement, c'est pas de produire du logiciel, c'est de produire des idées, et le logiciel est là pour montrer empiriquement des résultats, et qu'aussi ça peut être réutilisé par des collègues. Mais donc du coup, finalement, le logiciel, l'implémentation n'est pas la production principale de notre travail. Et puis principalement, quand on fait une release d'un logiciel, dans le cadre souvent d'un papier de recherche, la plupart du temps, il n'aura jamais d'update. Donc ça, la vérité en général des logiciels dans la recherche. Et en pratique, c'est surtout du Python, hein, parce que quasiment tout le monde connaît Python. On a quelques langages spécifiques, on a eu OCaml plutôt bien sûr, Roc, qui a également été mentionné, mais R en statistique, etc. Donc quelques logiciels un peu plus spécialisés, mais maintenant, le plus souvent, c'est du Python. Donc de mon côté, j'ai fait un projet de recherche, je fais toujours un projet de recherche qui s'appelle FOSSER. L'idée, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la partie scientifique, pas forcément le plus intéressant ici, mais en fait en cybersécurité on a besoin de données. On a besoin de données parce qu'on a des modèles qu'il faut pouvoir entraîner, on a des systèmes de détection d'intrusion, qu'on va savoir s'ils fonctionnent bien. Pour savoir s'ils fonctionnent bien, il faut des jeux de données d'évaluation, savoir s'ils détectent bien les attaques ou pas. On a également besoin de données pour faire du trafic de fonds. Par exemple, quand on déploie des CTF, c'est un peu facile d'un CTF quand il n'y a absolument aucune vie sur un système. Dès qu'il y a un truc qui se passe, on sait que ça fait partie du scénario, c'est un peu trop facile. Et également pour tout ce qui est honeypot, quand un attaquant arrive et qu'il ne se passe rien, pareil, il va se douter que en fait, ce n'est pas un vrai système de la vraie vie. Donc dans tous ces cas-là, on a besoin de données, on a besoin de vie. Et le plus souvent en recherche, nos sources de données, ce sont des jeux de données créés publiquement par d'autres scientifiques. Le plus souvent, en fait, on va avoir des problèmes d'obsolescence, que les jeux de données sont un peu vieux. Peut-être que certains connaissent le jeu de DARPA 99, qui, comme son nom l'indique, existe depuis 1999 et qui est parfois toujours utilisé. La pertinence de ceci a peut-être un peu trop mise en cause. En plus, il y a des erreurs, des problèmes de réalisme. Typiquement, on va pas avoir de vrais utilisateurs sur un réseau. En fait, ça va être un testbed, un banc d'essai. Donc, on va avoir des VM qui vont faire des actions, mais il n'y a pas de vrais utilisateurs. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment réaliste? Plus souvent, non. On pourrait essayer de mettre une vraie sonde sur un vrai système, mais là, question de vie privée, de confidentialité. Et puis, vu que tout ce qu'on fait, c'est open source, voilà, on ne peut pas se permettre d'utiliser des données qu'on ne pourra pas après donner à la communauté. Donc, tout ceci fait qu'on est un petit peu coincé. Et le problème fondamental avec tout ça, c'est qu'avec des données de mauvaise qualité, en fait, nos méthodes, même si on montre qu'elles marchent bien, on ne peut pas vraiment avoir confiance en nos résultats parce que les données d'origine sont déjà de mauvaise qualité. Donc on a un peu ce problème-là actuellement. Et donc moi, mon projet de recherche, c'est développer le logiciel FOSSER pour générer du trafic réseau synthétique. Donc généré par IA, et de l'injecter après sur du réseau pour, voilà, comme j'ai dit, évaluer des outils, détection d'intrusion, mettre de la fausse vie dans des honeypots, des CTF, et ainsi de suite.
Alors, je ne vais pas entrer en détail de la partie scientifique, mais en quelques mots, en fait, il y a 3 modules. Il y a une partie au début pré-processing avec des outils sur étagère, comme Zik, que vous connaissez peut-être. Une partie apprentissage de modèles avec Python. On en parlera un petit peu plus tard pourquoi c'est avec Python et pas avec Rust. Et après, la partie vraiment génération des données avec Rust, avec plusieurs étapes. On va voir qu'il y a différents modèles. Alors, ce n'est pas des modèles deep learning ou même des LLM, parce que là, il faut qu'on puisse passer à l'échelle et qu'on puisse avoir des garanties d'explicabilité. Donc, c'est des modèles plus classiques, statistiques, tels que des réseaux bayésiens ou des automates à état fini. OK, donc voici un petit peu le contexte scientifique. Maintenant, concrètement, de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne bien, il faut du coup que j'ai des modèles de machine learning que je puisse exécuter. Il me faut également des bibliothèques d'assez bas niveau réseau pour injecter des paquets que j'ai créés à la main, et donc quelque chose de plus bas que simplement des sockets. Je veux également pouvoir faire du routing au noyau, typiquement avec EEPF par exemple, pour pouvoir vraiment finement gérer comment les paquets sont émis et reçus, et puis également une interface utilisateur pour que ce soit plus pratique. Et puis côté non fonctionnel, j'aimerais avoir des bonnes performances parce que si c'est pour générer un mois de données en 30 jours, en 29 jours, j'ai gagné que 2 jours. Alors que si je peux générer un mois de données en moins de temps que ça, c'est quand même toujours plus intéressant. J'aimerais que ce soit portable parce que typiquement pour les honeypots, on peut avoir des machines Windows et Linux, donc il faudrait que le logiciel marche sur un petit peu tout ça. Et puis enfin, idéalement, j'aimerais pouvoir que quiconque puisse tester le logiciel sans devoir l'installer pour faire un peu de la pub. Alors je vais faire un peu les différents points de rétex par rapport à ça. Alors, je commence par les points négatifs. Il y en a quelques-uns quand même, et puis je vais partir après sur les points positifs. Et à chaque fois, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous donner mon retour, moi, sur mon projet, et également un retour sur plus la communauté scientifique qui fait du développement, parce que comme vous allez le voir, ça ne sera pas toujours en correspondance. Un des points négatifs, c'est que pour créer un logiciel dans un langage, il faut bien que les gens utilisent ces langages. Nous, le problème, c'est que nos doctorants qu'on recrute, le plus souvent, ils ne connaissent pas Rust. En fait, le dénominateur commun, le plus souvent, c'est le Python. Alors, on a parfois aussi, en plus, beaucoup de gens en CDD, des doctorants, des ingénieurs, ce qui veut dire qu'ils viennent et puis ils repartent. Donc, en fait, on a un flux de personnes qui est quand même assez important. Donc, ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de trouver un bon ingénieur, on est content, on peut l'avoir pendant longtemps. Il faut, tous les quelques années, retrouver des bons talents qui, en plus, ont les bonnes compétences scientifiques pour pouvoir faire ça. Donc, ça rend le recrutement plus difficile. Bien sûr, le pool de personnes qui programment en Rust est de plus en plus important, mais ça reste quand même un des facteurs limitants. Alors moi, pour mon projet, donc, en fait, je suis principal développeur. Hein. Alors, pour une ordre d'idée, c'est 15 000 lignes, hein, ce logiciel, donc c'est pas énorme. Hein. Puis moi, j'enseigne en plus le Rust, donc c'est génial. Moi, tous les ans, j'enseigne le Rust, et donc les petits étudiants, quand ils cherchent un projet à faire ou un stage, ils vont dire « Ah regardez, j'ai un truc super en Rust. Tu peux rester là, bosser avec moi et tu verras, c'est super cool. » Donc c'est très pratique parce que j'ai du coup un afflux d'étudiants naïfs qui pensent que la recherche c'est encore bien, qui ne sont pas encore payés bien plus cher ailleurs, et donc que je peux avoir pendant quelques mois. Et puis bon, quand même, parfois on arrive à avoir des super ingénieurs plus seniors qui sont là et qui peuvent nous aider. Donc finalement, ce problème-là, je ne l'ai pas trop eu du fait de mon contexte un peu particulier. Un autre problème qu'on a, c'est que, en fait, j'ai dit un peu plus tôt, en recherche, on va surtout faire des POC, et en fait, globalement, on va faire beaucoup d'itérations. On va avoir des idées, des hypothèses, des préconceptions sur qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas, et forcément, ça ne va jamais marcher au début, parce que si quelqu'un avait déjà la solution, ce ne serait pas de la recherche. Et donc, on va itérer de nombreuses fois. Et c'est pour ça que, généralement, le fait de pouvoir hacker, pouvoir scripter facilement, c'est un des critères principaux pour un langage en recherche. Et c'est pour ça que quasiment tout se fait en Python. Alors moi, de mon côté, en fait, je n'ai pas directement tout écrit en Rust. Je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, il y a une partie qui est déjà faite en Python. En fait, moi, je porte en Rust ce qui marche bien en Python et où les idées sont déjà bien établies. Et puis, bon, avec une architecture modulaire, avec un tir en partie du trait, on peut s'assurer que globalement, c'est plus facile de modifier des parties du code, une partie ou une autre, donc on peut quand même une certaine modularité, une certaine adaptabilité. Mais ça reste, à mon avis, ça a été mentionné un peu plus tôt d'ailleurs, un des principaux freins. Parce que pour donner une ordre d'idée, typiquement les cycles qu'on a de développement en recherche dans un doctorat, c'est que chaque semaine on a une nouvelle version. Parce que là, on ne fait pas de test qualité ou quoi que ce soit, hein, nous,
on ne va pas en production, on ne va pas jusque-là. Donc, il faut vraiment aller le plus vite possible et chaque jour gagné permet d'essayer de nouvelles idées et potentiellement trouver celle qui sera la meilleure plus rapidement. Un autre point, là, on arrive sur les points pas complètement négatifs, mais on va dire qui sont de mieux en mieux, avec une marge de progression, notamment l'écosystème. Donc, bien sûr, on ne va pas tout réimplémenter de zéro, il faut avoir un écosystème de bibliothèque pour pouvoir coder plus facilement. Et là, alors, je ne veux pas parler au nom de tous les chercheurs, parce qu'on a énormément de domaines très différents, mais globalement, on a quand même quelques bibliothèques par rapport à Python où il y a des manquements pour l'instant en Rust, parce que moins de maturité pour l'instant. Personnellement, par exemple, je fais du machine learning, et machine learning, en Python, il y a une énorme bibliothèque, il y a scikit-learn, il y a Torch, il y a tout ce que vous voulez, tout est fait là-bas. Et en Rust, il y a des choses, mais c'est vrai qu'il n'y en a clairement pas autant. Aussi, souvent, les bibliothèques en Rust vont être moins matures, donc ça veut dire que les API vont plus souvent changer, parce que c'est tout simplement manque de maturité, et ils améliorent au fur et à mesure. Donc ça peut aussi être difficile. Alors, il y a quand même des super bibliothèques, bien sûr. Par exemple, faire une interface graphique, je n'ai pas trouvé mieux que Rust pour l'instant. Et il y a des choses que, moi, en tant que chercheur, je suis très content de savoir que, par exemple, il y a un solver SMT qui existe entièrement en Rust. Donc, il y a quand même des belles bibliothèques qui existent. Donc, moi, de mon côté, en fait, j'ai retroussé les manches et j'ai recodé plein d'algos de machine learning. Donc ça a été quand même un certain investissement en temps, on va dire. Alors, je l'ai fait pour mes besoins, donc en plus, c'est même pas quelque chose que je peux vraiment créer une bibliothèque à part parce que c'est un peu trop spécifique. Donc, en fait, en machine learning, pour ceux qui savent, donc il y a une partie apprentissage de modèle et après une partie utilisation, inférence. Donc, en fait, moi, j'ai recodé la partie inférence, qui en général est plus facile. La partie apprentissage, c'est là où c'est généralement plus difficile. Et donc, cette partie-là est écrite en Python, l'apprentissage, mais j'ai réécrit seulement la partie inférence. Et puis, comme ça arrive parfois, il y a des bibliothèques qui ne sont pas forcément toujours très longues. Parfois, il faut faire des pull requests pour corriger des petits trucs. Bon, après, c'est normal, c'est un écosystème qui évolue. Mais tout ceci fait que pour la recherche, ça va beaucoup dépendre du domaine, mais il y a pas mal de cas où simplement on ne peut pas se permettre de passer un mois pour réimplémenter une bibliothèque, sachant qu'en fait, on n'est même pas sûr qu'on ait besoin au final, parce qu'encore une fois, on itère beaucoup. Et on jette aussi beaucoup de choses. Voilà. Alors, là, on arrive sur les points positifs qui sont plus nombreux. Donc, gestion de dépendance. Alors, ça, c'est un des problèmes qu'on a beaucoup, nous, du coup, qui faisons encore plus de POC, qui est que quand on fait du Python, en fait, très vite, ça devient n'importe quoi. Alors, chacun utilise son gestionnaire de dépendances différents, pip, UV, quoi que ce soit, Poetry, je ne les connais pas tous. Et du coup, si on utilise le même système, ça va, mais sinon, c'est tout de suite un peu compliqué. Si vous voulez réutiliser du code de chercheurs qui a été publié il y a 1 an, déjà pareil, ils ont à peu près documenté des trucs, il n'y a aucune mise à jour. Si vous posez des questions, il est fort probable qu'on vous dise « Ah mais non, le doctorant, il est parti maintenant hein, », donc il n'y a plus personne. Problème d'avoir des CDD, encore une fois. Ce qui fait que souvent, c'est très difficile pour nous de reproduire du code, de réutiliser du code qui a déjà été produit. Ça, c'est vraiment embêtant d'un point de vue recherche parce que nous, on veut se comparer à l'état de l'art, on veut se comparer aux autres méthodes pour montrer qu'on est bien meilleur. Et tout le temps passé à réutiliser, à recorriger le code des autres, c'est du temps perdu pour le reste de la recherche. Donc de ce côté-là, avec tout l'écosystème Cargo, c'est quand même un très très gros avantage du Rust. Tout est bien plus fiable et facile à utiliser. Crates.io également. Donc de notre côté, c'est quand même, je profite très clairement de cet environnement-là. Ça ne va pas casser. J'ai dit un peu plus tôt que parfois on a des problèmes quand on remet à jour les dépendances ou les choses qui cassent. En fait, c'est parce que on a changé de version majeure. Donc, j'ai envie de dire, je l'ai un petit peu cherché aussi. En fait, généralement, le tech font bien en sorte que d'une version mineure à une autre, généralement, il n'y a pas de problème d'API. Et puis enfin, quelque chose qui est très pratique, c'est que pour nos dépendances, on a des features conditionnelles qui sont également très pratiques. J'en parlais un petit peu après. La cross-compilation, encore une fois, c'est très pratique. En tant que plus jeune chercheur, quand je faisais du Python, fallait faire un Docker, fallait faire des choses comme ça. Et puis, encore une fois, on n'est jamais complètement sûr que ça marcherait bien sur la machine des autres. Pour être honnête, en recherche, on fait rarement de la cross-compilation, parce que déjà, redonner du code qu'on puisse réutiliser, c'est déjà en général la barre qu'on se pose. Mais pour ce projet faussaire, moi, j'ai quand même essayé d'avoir quelque chose qui soit un peu plus
un peu plus déployable. Donc, comme je dis plus tôt, pour des honeypots par exemple, on peut avoir différents OS, donc il faut bien que ça puisse marcher sur Linux, sur Windows. Il faut bien que ça marcher sur par exemple x86 et sur ARM. Et puis enfin, ce qui est très pratique vraiment d'un point de vue utilisateur pour eux, c'est le côté export vers WASM. Parce que pour le coup, je peux très facilement prendre mon application Magui, compiler vers WASM et pouvoir le mettre sur une page web très facilement. Ce qui fait que si je veux montrer mon projet de recherche à quelqu'un, je vais lui dire va sur cette page web, il peut tout de suite tester. Là où encore une fois, pour d'un autre projet logiciel en recherche, ça serait ah bah attends, je vais t'installer X dépendances, ah zut, ça a cassé. Enfin, en fait, c'est quasiment impossible de montrer. On vous montrait une vidéo à la limite, mais c'est à peu près tout ce qu'on pourrait faire. Et puis, j'en parle un petit peu, un petit peu précédemment aussi sur la compilation conditionnelle. Pour le coup, ce qui est très pratique également, alors c'est que moi j'ai un projet, comme j'ai pu le faire comprendre, qui était assez bas niveau, vraiment programmation système, on va injecter du code vraiment sur le réseau et on va générer tout ça. Donc la partie WAS, forcément, je ne peux pas injecter, je ne peux pas avoir un contrôle assez bas niveau pour faire ceci, mais j'ai quand même une bonne partie du projet que je peux regarder, par exemple création de PCAP, par exemple simplement, création de capture réseau sans l'injecter directement. Et donc ceci est faisable très facilement avec la compilation conditionnelle, qui est encore une fois du coup un des gros avantages à mon avis du langage. Bon, bien sûr, les performances, c'est forcément un des points positifs, ça a déjà été largement dit précédemment. Pourquoi c'est important? Parce que personne n'aime attendre, parce que la RAM ça coûte très cher, surtout en ce moment. En recherche, pour être franc, en général, on s'en fiche. Si un chercheur passe trop de temps à optimiser son code, c'est qu'il a rien d'autre, il a probablement d'autres trucs à faire qu'il n'a pas envie de faire. Il se dit non, mais je vais faire ça, c'est vachement important. Alors qu'en fait, nous on est là pour valider des idées en soi. On va vraiment plus loin. Du coup, en tant que personne qui clairement a des choses mieux à faire, mais qui n'a pas envie, je veux passer du temps à optimiser mon code, bien sûr. Et pour le coup, pour moi, c'est aussi un côté pour me différencier par rapport aux méthodes de l'état de l'art, où eux, ils sont beaucoup plus lents. Par exemple, pour générer un jour de PCAP, ils peuvent prendre 1 heure, alors que moi, je peux le faire en 5 secondes. Et ça, c'est notamment dû aussi au Rust. C'est vraiment très pratique. Et vu qu'on a ce côté bas niveau, par exemple, on peut facilement changer l'allocateur mémoire. On a un éventail pour justement mesurer ses performances et les améliorer, quand même assez large. Et ça, bien entendu, comme ça a été encore dit précédemment, c'est un gros contraste avec le Python qui est de facto ce qui est utilisé dans la recherche. Comme je disais avant, encore une fois, moi j'ai besoin spécifiquement d'un langage orienté bas niveau, programmation système. Alors, le plus souvent, dans la recherche, on a besoin de faire de la programmation système, et quand c'est le cas, on va plutôt faire du C++, parce que c'est ce qui est largement utilisé. Donc dans mon cas, moi, il faut que j'utilise des raw sockets. Donc les raw sockets, c'est plus bas que les sockets. Il faut juste vraiment contrôler paquet par paquet tout ce qui est fait en spécifiant les trames Ethernet. On peut créer plein de choses très intéressantes avec ça. Je peux utiliser directement, ça paraît pour moi un gros point positif du Rust, c'est qu'on puisse directement créer des petits programmes eBPF, donc il va être chargé en noyau. Donc ce que j'utilise moi pour contrôler le réseau très finement. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est... pouvoir faire tout ceci juste avec du Rust, c'est quand même assez incroyable. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, le fait de pouvoir faire la compilation conditionnelle facilement, c'est quand même un gros point positif, parce que ça veut dire que quand j'ai accès à ces features bas niveau, je peux les exploiter, mais quand par exemple je fais un export WASM ou autre chose, je peux simplement les retirer conditionnellement. Et puis enfin, côté safety, alors je vais être franc dans la recherche, encore une fois, tant que ça marchouille, généralement on s'arrête là et on ne s'intéresse pas à la safety, parce que de toute façon notre logiciel ne sera jamais normalement dans un code en production. Donc c'est rarement quelque chose auquel on va s'inquiéter. Mais même si pour ma part les vulnérabilités c'est pas quelque chose qui m'ennuie, mais il y a quand même en fait beaucoup de bugs. Alors on a parlé plutôt aussi avec le fuzzing, qui est l'étape après. Mais moi qui n'ai pas forcément énormément de temps pour programmer, rien que avoir la confiance du borrow checker pour m'assurer que oui, effectivement, si ça compile, c'est probablement que c'est correct, c'est un énorme avantage. Et en fait, même si, je vais un peu me contredire là, c'est même si j'ai dit qu'en Python c'est facile pour prototyper, parce qu'on peut hacker, on peut faire plein de choses. Quand on a un peu plus de temps, en fait, avec Rust, je suis quand même beaucoup plus efficace dans ma programmation, parce que justement, quand ça compile, c'est probablement que c'est bon. Pas besoin de refaire des tests à l'infini manuellement pour m'assurer que ça ne crache pas dans des circonstances un peu particulières.
Donc même si la compilation est plus lente, les itérations sont plus rapides. Et enfin, quelque chose vraiment qui marchait très bien dans mon cas, c'était le côté fearless concurrency. Le fait qu'on ait pu rendre Faussaire concurrent était vraiment assez effortless parce qu'en fait, du fait de l'ownership, du fait de l'absence d'une grande classe de vulnérabilité et de bugs de ce côté-là, en fait, finalement, quand on prépare bien en avance l'architecture, le fait de passer en mode concurrent, ça a pu se faire en quelques heures. Je suis assuré que tout fonctionnait bien, mais c'était quand même très, très pratique. Alors que, encore une fois, en Python, c'est quelque chose que je ne me serais jamais permis de faire, où j'aurais vraiment été... Ça aurait vraiment été un investissement de rendre mon programme concurrent, et ça aurait été un investissement qui n'aurait pas forcément été toujours rentable. Donc, si je fais un bref bilan de mon côté, donc qu'est-ce que je voulais? Je voulais pouvoir générer du trafic avec des modèles de machine learning. Ça, c'est le point où en fait, j'ai dû plus retravailler, c'est-à-dire que j'ai dû réimplémenter les algorithmes de l'état de l'art. Mais par contre, pour tout le reste, j'en ai parlé très rapidement. Je voulais avoir un accès bas niveau vraiment avec une bibliothèque. Et donc, en l'occurrence, on a libpnet, qui est quand même encore une fois très mature. Pouvoir faire des modules eBPF avec Aya. Interface utilisateur, j'utilise eGUI qui est en immediate mode et qui est très pratique par rapport à ça. Et côté non fonctionnel, des hautes performances. Donc en fait, avec le logiciel, on peut générer 7 gigaoctets de données de PK par seconde. Ce qui veut dire qu'on peut, dit comme ça veut dire qu'on peut générer plein de données à la fois, mais dit autrement, c'est-à-dire que sur un honeypot, où je générais quelques mégaoctets par seconde, finalement, mon programme, il a une consommation mémoire qui est très faible, consommation en CPU qui est très faible. Ce qui veut dire que du coup, ça ne va pas être, tiens, l'utilisateur, l'attaquant vient sur un honeypot, il regarde, consommation CPU 70%, c'est quoi ce truc-là? Non, là au contraire, on peut être vraiment très discret. On a aussi leur reproductibilité, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose vraiment d'important et pour le coup, Rust a beaucoup d'outils par rapport à ça. C'est portable et enfin, on peut facilement faire des exports WASP. Donc, en conclusion, moi j'ai une expérience très positive avec Rust pour ce projet. C'est le premier projet d'ampleur que j'ai fait avec Rust. Le principal problème, du coup, c'est la réimplémentation de certaines parties machine learning. Et comme j'ai dit, il y a encore une partie du projet qui est en Python, parce que, encore une fois, en fait, coût de réimplémentation qui est trop dur. Enfin, en tout cas pour moi, je suis tout seul. Je n'ai pas la puissance de frappe de Renesas ou de Thales. Mais bon, ceci étant dit, pour la partie inférence, en tout cas, c'était très largement positif. Donc, pour Faussaire, c'est une expérience très positive. Pour la recherche de manière générale, je ne vais pas être évangéliste là-dessus, par rapport à mes collègues. Pourquoi? Parce que, mine de rien, pas mal de points négatifs. Alors, il y en a certains qui vont disparaître. La popularité du langage fait que c'est de plus en plus facile de recruter quand même de ce côté-là. On le voit clairement. La maturité de l'écosystème, maintenant, c'est déjà bien mieux qu'il y a quelques années et je sais que ça continue de s'améliorer. Pour moi, c'est plutôt le côté de, en fait, on a besoin de scripter un peu à l'arrache et de pouvoir tester facilement et de hacker dans tous les sens, qui est important dans notre recherche. Et finalement, j'aime bien l'approche que j'avais qui était, je teste les idées sur du Python, c'est pas grave si ça crache, c'est pas grave si c'est des bugs, problèmes de mémoire, etc. Mais une fois que les idées sont vraiment validées, je peux les passer sur quelque chose d'un peu plus conséquent en Rust, où là, j'aurai la confiance qu'il y aura de performance, il y aura de la sécurité. Et je pourrais être confiant que ça ne va pas cracher n'importe quand. Voilà. Et enfin, dernier petit point où pour la recherche, en fait, vu qu'il y a un peu une hégémonie du Python, ça fait qu'encore une fois, en recherche, on a beaucoup travaillé les uns sur les autres. Et donc, je trouve que c'est un peu difficile pour l'instant de sortir de l'écosystème. Parce que, en fait, il y a énormément de bibliothèques, de projets qui ont été faits par des collègues dans le monde entier. Et que du coup, voilà, sans être dans cet écosystème, c'est un peu plus difficile d'utiliser. Donc voilà, je l'ai déjà redit, mais Rust était très pratique pour moi. Après, on verra dans la recherche. Peut-être que je reviendrai dans quelques années, je vous dirai que ça a beaucoup changé. On verra bien. Merci à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions? On a quelques minutes encore devant nous. Merci pour la présentation. J'ai une toute petite question. Vous avez parlé d'interface graphique un crate d'interface graphique assez cool. J'aimerais savoir lequel c'est. Je pensais à eGUI en l'occurrence. Ok, merci. Pour être franc, c'est la seule que j'ai testée. Hein.
Parce que, voilà. Mais non, en vrai, pour avoir essayé de faire toute l'interface avec différents langages, là, c'est la première fois que j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose d'efficace avec mon petit niveau, de manière. Voilà. Merci pour la présentation, ça fait plaisir d'avoir un retour d'expérience issu de la recherche. Donc si je comprends bien, tu prototypes le prototype en Python pour écrire le prototype en Rust. Ouais, alors en fait, le Rust, c'est plutôt pour le transfert. En fait. Là, on est Le transfert technologique? Oui. Vers là, des entreprises oui. ou vers des cours Là, plutôt vers entreprise, en l'occurrence. En fait, je m'approche du TRL4 un peu avec ça, finalement, dans le but de, après, pouvoir faire on va faire un projet collaboratif avec voilà, un industriel. Et qu'après, un vrai ingénieur puisse travailler dessus. Oui, merci pour la présentation. Je me demandais, on a vu passer Pyrust, on en a parlé, reparlé. Je me demandais si ce type d'approche, écriture Python sur du Rust en dessous, en termes d'engine, est-ce que vous l'avez regardé, essayé d'explorer, voir si ça pourrait pas servir certains de vos intérêts justement au niveau du machine learning? Alors, je ne connais pas Pyrust, c'est un interpréteur du coup Python écrit en Rust ou... Oui, c'est ce que j'ai l'impression. Je ne connais pas le détail, mais Okay. on en a parlé pas mal et je crois que y a pas mal de primitives Python qui ont du code Rust en dessous du coup avec cette approche. Ok, bah, faudrait que je regarde. Non, je ne connaissais pas. Alors moi, c'est pas une question, c'est le faux ingénieur qui va répondre. Non, c'est pas une question parce qu'on travaille ensemble, mais c'est plus pour préciser que quand même, il est modeste, mais Faussaire, ça a été utilisé dans un CTF qui s'appelle le Brest CTF, qui a lieu à Rennes tous les ans, et il y a quand même 600 joueurs, et donc c'est une journée où on déploie 1000 VM, nous, et donc le CTF, il est attaqué par 120 équipes de 5 joueurs, avec des gens qui sont quand même des bons dans leur domaine. Et donc pour nous, avoir un faussaire qui génère du faux trafic, c'est pas tellement pour les berner eux, mais c'est parce que comme nous on collecte les données des attaquants, d'avoir quelque chose qui prend pas trop de poids sur les VM et qui génère du trafic, qui fait qu'ensuite dans les données qu'on va collecter, eh ben, on va pas juste dire ah bah tiens en fait là il y a un attaquant, minute 2 il a fait ça, minute 3 il a fait ça, mais que effectivement ça s'est passé, mais ça s'est passé au milieu d'une activité réseau et tout ça. Et donc là le fameux POC c'est quand même du POC++. On a envie que ça marche, que ça prenne pas trop de place, ça soit robuste, ça soit voilà. Et contrairement à ce que tu disais aussi un peu, où si ça plante c'est pas grave, ben moi ce jour-là j'avais envie que ça marche quand même, parce qu'il y avait notre crédibilité qui était en jeu, voilà. C'est juste pour dire que c'est pas de la vraie prod, mais quand même quand il y a 600 joueurs qui sont venus et qui se font les dents sur le challenge, ben on a envie que ça marche. Une dernière. Vous avez évoqué vite fait un point reproductibilité. À quel point vous avez pris ça en compte? Est-ce que vous avez archivé les dépendances que vous avez récupérées par exemple sur Crate, ou est-ce que vous êtes juste contenté de commit en quelque sorte le fichier de lock? Alors, donc je me suis contenté de committer le fichier de lock. Alors plus précisément, j'ai passé très vite dessus. En fait, moi, c'était pas tellement sur la reproductibilité du build, mais le déterminisme au sein du programme. Si je lance 2 fois le programme, j'ai le même résultat. Qui en fait dans un environnement concurrent est pas trivial, mais justement Rust nous permettait d'avoir justement tous les outils pour m'assurer que lance programme 2 fois de suite, j'ai bien 2 fois la même chose. Ce qui en Python est toujours plus complexe. On est bon au niveau des questions. Merci encore Pierre-François. Merci. Merci.